Monsieur le doyen, mes chers collègues, chers amis, mesdames, messieurs, j'ai, en ce qui me concerne, l'agréable mission de vous souhaiter, au nom de la faculté de médecine de Lille, et plus particulièrement de son doyen que j'ai l'honneur de représenter ici, la plus cordiale bienvenue, et j'adresse d'emblée mes très vifs remerciements et félicitations anticipées aux personnes, en particulier à Bérangère, qui a pris la peine d'organiser cette journée, dont le programme s'avère passionnant, sur les nanotechnologies. Alors, ce vocable nanotechnologie, utilisé aujourd'hui de manière générique, cache en fait des applications très diverses, largement installées dans notre quotidien, et les promesses des biomatériaux, cette fois-ci bien réelles, sont d'ores et déjà visibles dans notre environnement. Nous avons pu, pour prendre juste cet exemple, constater que les batteries de nos appareils portatifs, toujours plus légers, toujours plus miniaturisés, sont de plus en plus performantes. Un autre exemple, les panneaux photovoltaïques, par exemple, ont de meilleurs rendements. Et en ce qui me concerne plus particulièrement, dans l'imagerie médicale, celle-ci est de plus en plus précise et de plus en plus sécurisée. Globalement, on peut dire que les nanoparticules autorisent à utiliser toujours moins de matière avec de bien meilleures performances, car à l'échelle du nano, l'objet possède des propriétés physiques, chimiques, spécifiques et même tropiques, c'est-à-dire qu'elle agit à l'endroit même où il est convenu d'agir sans perte ni matière ni perte d'énergie. Ainsi, un nano-objet est plus réactif, nettement plus efficient, avec un rendement bien meilleur que son homologue simplement microstructuré. Oui, vous allez me dire, mais à quel prix? Car ces technologies suscitent les plus grandes craintes pour l'environnement et la santé, car il est admis que les nanoparticules en contact avec le corps, par exemple, pénètrent celui-ci et atteignent les organes vitaux. Le mécanisme de pénétration reste encore hypothétique. À vrai dire, on ne sait pas grand-chose. Est-il par ingestion, par inhalation, par voie transcutanée? Question. Puis ensuite, comment ces nanoparticules se comportent-elles dans notre organisme? Et encore, est-ce qu'on peut les éliminer? Eh bien, la communauté scientifique est divisée dans la réponse, mais finalement, on ne sait rien. On ne sait rien de ce qui peut se passer, et effectivement, ça peut faire peur. Alors, un avis de prudence a été publié par les instances en charge de la sécurité sanitaire à l'égard de leur utilisation dans l'alimentation, cette fois. Mais l'étiquetage spécifique nano entre crochets, qui devait être exigé dès la fin de l'année 2014, finalement par le règlement, peine à se mettre en place. Pour prendre un autre exemple, l'implication des nanotechnologies dans les cosmétiques cette fois-ci. Cette fois-ci est majeure et le risque pour les cosmétiques reste toujours totalement inconnu. Parmi les nanomatériaux utilisés, pour prendre un autre exemple, le plus connu ici est le dioxyde de titane. C'est un filtre minéral qui est connu pour sa capacité à réfléchir, disperser, absorber les rayons ultraviolets et protège donc la peau contre les effets délétères induits par l'exposition solaire. C'est encore un exemple. Mais vous êtes-vous déjà posé la question de savoir pourquoi, aujourd'hui, les protections solaires, en vente partout évidemment, étaient de plus en plus efficaces sans, aujourd'hui, laisser de traces inesthétiques sur le corps? Le progrès, disaient les anciens, c'est vrai. Mais en fait, pour creuser un petit peu plus le problème, on sait que le dioxyde de titane, sous sa forme nanométrique cette fois-ci, présente un double avantage, celui d'être un filtre solaire efficace contre les UV, tout en restant transparent, ce que ne permettait pas sa forme micrométrique plus ancienne. Le nouveau nanoproduit permet ainsi d'obtenir des indices de protection solaire très élevés, sans donner l'aspect d'un corps complètement blanc. Alors la question est assez simple si on prend cet exemple. Faut-il se priver du dioxyde de titane au motif qu'un hypothétique risque, toujours méconnu aujourd'hui, pourrait exister alors que l'on sait, mais cette fois-ci sans aucun doute, que les rayonnements UV induisent les cancers cutanés? La question peut encore être plus développée. L'intérêt a priori mineur, car purement esthétique d'utiliser un produit transparent, n'est-il finalement pas d'un intérêt majeur quand on sait que le rayonnement UV est d'autant plus nocif que l'exposition solaire a lieu dans l'enfance ou dans l'adolescence? Autrement dit, ne vaut-il pas mieux que cet adolescent
rebelles et réfractaires appliquent un produit efficace car il est invisible, plutôt que de se promener exposé au soleil sans aucune protection car il pourrait se sentir ridicule. Alors récemment, vous en avez tous entendu parler, une association de consommateurs a publié une liste de produits cosmétiques potentiellement dangereux. Le battage médiatique témoigne sans conteste que le sujet est au cœur de ses préoccupations. Et le sujet avait déjà fait en 2009 l'objet d'un débat public dont les conclusions peuvent facilement être reprises ici, puisque, finalement, rien n'a été résolu. Et au contraire, la journée d'aujourd'hui vise à réfléchir à la même problématique. La première question était « qu'attend-on des nanotechnologies ?» Dans le domaine médical, que je représente ici, les nanotechnologies sont porteuses d'espoir et de manière indiscutable. Elles permettent, dans le domaine du médicament, d'amener directement le principe actif sur la zone malade, et en particulier dans la thérapie sur le cancer. Pour l'Académie de médecine, ce serait aussi dans la qualité du diagnostic que les progrès pourraient être les plus spectaculaires. Les techniques manométriques permettront donc un diagnostic rapide, fiable, ultrasensible, fondé sur l'exploitation des biopuces et des marqueurs moléculaires. Alors finalement, que craint-on ? Personne n'a jamais nié, personne n'a jamais ignoré ce que peuvent être les risques sanitaires, l'impact sur l'environnement et les autres retentissements, comme par exemple l'atteinte aux libertés individuelles. La question du risque ne peut certainement pas être escamotée, et le caractère invisible des nanoéléments renforce encore plus l'angoisse générée à leur égard. Finalement, que reproche-t-on à ces nouvelles technologies ? Eh bien, certainement le passage trop rapide de la connaissance et de la recherche à l'application, sans peut-être prendre la peine de réfléchir aux conséquences prévisibles. Aussi, l'absence d'évaluation peut-être de la balance bénéfice sur risque. Le manque de communication par les autorités en la matière également, car il est évident qu'il y a un manque de réactivité dans l'information du consommateur, de l'usager. Il faut donc faire connaître ce que l'on sait du sujet, il faut amplifier la recherche pour mieux appréhender la balance bénéfice sur risque, certainement s'assurer du respect des libertés individuelles et collectives et prévoir un encadrement éthique de leur développement, tout en cadrant leur utilisation par le biais d'outils tels que les textes ou la norme. Et c'est exactement l'objet de notre débat d'aujourd'hui. Je vous remercie encore et je vous souhaite à tous une instructive, féconde et excellente journée de travail.